Allez, c'est reparti. Et on navigue à voile, les amis. C'est tout bénef. Alors, cap sur la Carta del Contino, ou planisphère de Contino, attribuée à Niccolo de Caverio ou Camerio en 1505. L'une des premières cartes à intégrer les nouvelles terres du Nouveau Monde. Mais le vrai auteur probable aurait été Alberto Contino. La carte de Camerio de 1505 est semblable à celle de Contino de 1502. Et voilà encore une perle un peu oubliée, mais alors sacrément intrigante. Elle semble tout droit sortie d'un manuel de navigation interdimensionnel, tant elle est en avance sur son temps, non seulement par sa précision géographique, mais aussi et surtout par la grille mathématique qui la structure. Il s'agit probablement de Nicolaus Germanus Camerius, un humaniste et cartographe allemand de la Renaissance, influencé par Ptolémée, mais pas que. Sa carte de 1505 est un exemple remarquable d'un globe terrestre aplati sur une grille mathématique régulière, un défi géométrique en soi à l'époque. On parle d'ailleurs de trigonométrie sphérique. C'est la branche des mathématiques qui traite des triangles tracés sur une sphère, comme ceux qu'on utilise pour naviguer ou cartographier la Terre, qui n'est pas plate. Contrairement à la trigonométrie classique, sur un plan ici, les angles d'un triangle sphérique peuvent dépasser 180 degrés. On calcule des distances et directions entre deux points à la surface du globe en prenant en compte la courbure de la Terre. C'est cette science qui permet, entre autres, de créer des projections cartographiques fiables, d'établir des routes maritimes courbes au lieu de simples lignes droites, de naviguer avec précision sans GPS, juste avec les étoiles, les astrolabes ou des cerveaux sacrément bien câblés. Le planisphère se compose de 10 feuilles de vélin enluminées, assemblées pour former une carte de 2,25 m x 1,15 m. Il présente des détails remarquables, tels que des représentations précises des côtes africaines et sud-américaines, des illustrations d'animaux exotiques, des villes fortifiées et des roses des vents ornées. Parce qu'elle repose clairement sur une grille rigoureuse, avec des divisions cohérentes qui respectent les principes de la sphéricité de la Terre. Certains chercheurs ont remarqué une cohérence mathématique impressionnante dans ces tracés, qui ferait presque penser à l'usage d'un ordinateur, carrément. Elle délimite le monde connu, mais avec des contours étonnamment précis de l'Europe, de l'Afrique et même de l'Asie, alors que certaines parties étaient encore théoriquement inexplorée. Cette carte soulève l'hypothèse, comme d'autres donc, que Camerio aurait eu accès à des cartes mères plus anciennes, issues d'un savoir pré-antique. On aurait fait usage d'instruments disparus ou non officiels. Certains évoquent même des formes primitives de calculateurs analogiques, genre l'ancêtre oublié de la machine denticitaire. Autrement dit, cette carte ne serait pas un simple dessin comme ça, mais l'aboutissement d'un traitement mathématique sophistiqué, à la croisée de la géométrie, de l'astronomie et de la géométrie sacrée. Non, mais imagine que cette grille soit en réalité un système de coordonnées multidimensionnelles, une grille énergétique de la Terre, utilisée non pas seulement pour naviguer, mais pour activer des sites clés ou ouvrir des passages entre des lieux vibratoires. On change de cap. En avant, toute vers le portulan d'Andrea Benincasa de 1508, qui est une véritable pépite d'or de la cartographie médiévale, un chef-d'œuvre où se mêlent savoir marin, art délicat et géographie sacrée. On y sent encore le sel, l'encre et l'esprit des anciens navigateurs. Andrea Benincasa est fils d'une dynastie de cartographes papaux, dernier du nom, et sacrément bien inspiré lui aussi.
Son portulan de 1508 est un bijou de précision maritime, mais aussi un miroir d'un savoir plus ancien, et il semble évoquer des zones glacées mystérieuses pour l'époque. Alors sortons les lunettes à double foyer historique et vibratoire. C'est une carte marine ultra détaillée réalisée à Rome, dans un contexte où les explorations portugaises battent leur plein. Elle représente avec finesse les côtes de l'Europe, l'Afrique et une partie de l'Asie. Mais ce n'est pas une carte plate, c'est un outil de navigation en cap, donc plein de lignes de rhumbe et des roses des vents. Comme tous les portulans, il mêle cartographie fonctionnelle et iconographie sacrée ou politique, avec des blasons, des figures, des symboles, des souverains. Dans certaines copies et reproductions du portulan de Benincasa, on voit des détails étonnants dans les régions septentrionales. La Scandinavie, Islande, Groenland, parfois accompagnés d'annotations ou de formes blanchâtres, interprétées comme banquises ou montagnes enneigées. Certains chercheurs indépendants affirment que l'on peut y distinguer des fragments de côtes arctiques, voire l'amorce d'un continent polaire sud, ce qui, pour 1508, serait un peu trop précoce, à moins d'avoir un spoiler venu de l'Atlantide ou carrément un voyageur espacio-temporel. Benincasa aurait compilé des infos venues d'explorateurs nordiques, arabes ou d'archives byzantines. Il aurait aussi pu incorporer des éléments spéculatifs, des zones imaginaires ou encore non confirmées par les voyages. Mais là, franchement, où ça devient vraiment fascinant, mm, mm, eh bien, pour changer, il aurait eu accès à des cartes mères pré-antédiluviennes, transmises par des initiés. Navigateurs templiers, survivants atlantes, peut-être même lignée papale gardienne, va savoir. Et ces glaciers seraient les vestiges d'une terre connue avant son enclassement. Leur position pourrait converger avec les représentations dites impossibles de Périreis ou d'Oronce-Finé, que nous allons voir juste après. Le portulan fonctionnerait comme un double langage, lisible en navigation maritime pour le marin lambda, mais contenant des repères codés pour ceux qui savent lire les glyphes, les symboles ou les anomalies directionnelles. Imagine maintenant que les glaciers représentés sont en réalité des verrous énergétiques ou des zones d'hibernation planétaire, ou des caps vibratoires scellant l'accès à des lieux encore protégés par les glaces, ou encore des repères d'une ancienne grille d'alignement cosmique où la géographie rejoint l'astronomie. Bon, tu continues de naviguer avec moi? Parce que écoute bien, car cette carte-là, obligé, tu l'as déjà entendu. Alors, cap sur la légendaire carte de Périreis. Ah, la carte de Périreis, un petit bijou d'intrigue historique et un bon gros caillou dans la chaussure des versions officielles. On est en plein dans ce que nous pourrions appeler une carte pré-Google Earth, mais avec un parfum de mystère intersidéral. Voici ce qu'on sait et ce qu'on devine maintenant. Alors, pour ce qui est du contexte officiel, cette carte a été créée en 1513 par Périreis, un amiral ottoman et cartographe passionné. La carte est un fragment, à peu près un tiers, d'un planisphère dessiné sur une peau de gazelle. Elle représente principalement les côtes de l'Europe de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de l'Amérique du Sud. Mais ce qui fait jaser, c'est surtout le Sud. Là, tu vois où il y a comme une odeur d'anomalie. Certaines interprétations nous disent que la partie inférieure de la carte montre les côtes de l'Antarctique. Et oui, sans sa calotte glaciaire. Sauf que, petit hic, l'Antarctique n'a été officiellement découvert qu'en 1820, soit
3 siècles plus tard. Et l'Antarctique s'englace. Il aurait fallu des relevés géographiques d'avant la dernière glaciation, donc d'il y a au moins 6 000 à 12 000 ans, si ce n'est pas plus. Mais qui aurait pu faire ça? Là, les théories s'envolent. Piri Reis aurait dit lui-même s'être basé sur des cartes très anciennes, grecques, arabes, voire de l'époque d'Alexandre le Grand. Il mentionne même des cartes datant du temps des prophètes. Oh, juste pour ajouter un peu de sel mystique. Certains avancent que ces cartes auraient pu être issues d'une civilisation avancée disparue, telle que par exemple l'Atlantide. Certaines portions de la carte sont plus précises que ce que le navigateur de son époque était censé savoir, notamment la côte est de l'Amérique du Sud, qui semble correspondre à des données satellites modernes. Vois-tu, les partisans de la théorie des anciens astronautes ou des civilisations prédiluviennes voient dans cette carte une preuve résiduelle d'un savoir oublié. D'autres encore pensent à un accès à des archives secrètes, style Bibliothèque d'Alexandrie ou Archives du Vatican, voire des sources non humaines. Et les tenants du révisionnisme cartographique suggèrent que notre chronologie officielle de l'histoire humaine pourrait être profondément faussée. C'est ce que je pense aussi avec certitude. N'empêche que, et si cette carte n'était pas juste un vieux dessin cool comme ça, mais plutôt un indice d'une mémoire collective brisée, un rappel crypté qu'il y a eu, à un moment donné, des êtres, humains ou non, capables de cartographier la planète bien avant nos civilisations modernes. La carte de Piri Reis serait alors une sorte de souvenir résiduel, un fichier récupéré après un crash système civilisationnel. Alors, officiellement, la carte de Piri Reis n'est pas une carte stellaire, c'est une carte terrestre. Mais officieusement, quand on plonge dans ses lignes, ses orientations et surtout dans ce qu'elle pourrait cacher, les étoiles ne sont jamais très loin. Voyons les 2 niveaux. Allez, on garde les pieds sur terre, sauf que nous, on est dans la mer, d'accord? Et on voit la version académique. La carte se veut géographique avec une orientation nord-sud classique. Pas de constellation dessinée, pas de ciel étoilé apparent. Elle compile des informations issues de cartes plus anciennes, mais rien ne dit qu'elles étaient célestes. Donc, sur le papier, non, 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 pas de lien direct avec les constellations. Certains chercheurs alternatifs, et doux rêveurs éclairés comme moi l'œil, suggèrent que les proportions et certaines positions de points clés, cap, île, intersection, correspondent à des motifs stellaires, notamment des alignements avec Orion, Sirius ou le triangle d'été. La partie inférieure de la carte, supposément être l'Antarctique sans glace, pourrait indiquer une correspondance avec une carte du ciel inversée, comme si la Terre était vue depuis les étoiles. Ah, voilà, on y arrive à cette hypothèse surprenante. Et si on remplaçait le mot navire par vaisseau? Bref, je dis ça, je dis rien. On continue. Des figures géométriques visibles sur certaines copies, cercles, arcs, pourraient être des codes de navigation stellaire ou des repères pour le voyage interdimensionnel, rien que ça. Si Piri Reis a utilisé des sources bien plus anciennes, ces dernières auraient pu intégrer une vision unifiée terre-ciel, comme le faisaient les anciens Égyptiens ou les Mayas. On sait que les nombres mayas sont fondés sur l'observation des étoiles, de la nature et de l'univers. Il est donc possible que la carte terrestre soit le reflet inversé ou codé de constellations visibles à certaines époques clés, notamment autour de 10 500 avant JC, mais faisons attention
à la datation. Bon, c'est une date souvent reliée à des basculements d'air ou des visites hors registre. Donc, pas de constellation dessinée, mais tout de même un parfum cosmique clairement présent si on regarde avec l'œil non piraté. Et si cette carte était une clé de correspondance entre les méridiens telluriques et les lignes stellaires, genre un plan de navigation pour l'âme incarnée ou pour une technologie disparue.